Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. C'est le Texama Show 59, 60, 60. Je le vois écrit là sur la chaîne. Ok, bah il faut le fêter et il y a autre chose à fêter. Nous avons dépassé les 40 000 abonnés sur la chaîne, donc grand merci à vous de vous être abonnés, de suivre la chaîne. J'espère que vous avez bien, vous appréciez bien le contenu. J'espère que vous apprécierez bien le futur contenu aussi. Comme d'habitude, j'essaye d'augmenter la cadence de production. J'ai tourné quelques vidéos, mais il me manque les b-rolls encore. Je les passerai aux personnes qui sont proposées pour faire l'édition. Comme ça, je peux enchaîner plus de tournages de mon côté. Surtout que comme je dis souvent, j'ai accumulé beaucoup on va dire d'impressions sur certains trucs que je voudrais traiter. Des sujets assez variés en réalité. Ça peut passer vraiment de quelque chose qui concerne plutôt genre vraiment le hardware à quelque chose qui est plus genre que monsieur tout le monde pourrait utiliser et que genre ça pourrait simplifier sa vie. Donc j'essaye vraiment de simplifier à ce niveau-là. Bon, il y a une nouvelle icône ici d'ailleurs. Message, ok. Oh, il y a une nouvelle icône directement sur YouTube pour les messages, je ne savais même pas. Enfin bref, du coup, j'étais pas là la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo à l'avance. Et puis le Texama Show, c'est l'actualité de la semaine. Donc comment je peux faire l'actualité de la semaine si la semaine n'est pas encore passée? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine-ci, il y en aurait deux. Il y en a un aujourd'hui, donc mercredi. Et il y en aura un deuxième, genre le dimanche. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de parce que. C'est tout simplement parce que c'est le Computex. Donc le Computex, c'est un show de l'électronique, de tout ce qui est hardware, électronique et tout ça qui se passe à Taipei. Enfin, pas à Taipei, non, ça se passe à Taïwan. Taïwan, c'est une île qui est au large de la Chine, si vous ne savez pas. Il y a d'ailleurs une assez grosse histoire politique avec Taïwan, parce que genre, c'est un peu compliqué, on va dire. Bon, je vais pas entrer là-dessus, c'est pas vraiment du hardware. En tout cas, c'est le Computex. C'est un énorme salon. Il y a énormément de trucs qui sont présentés. Du coup, il y a quelques actualités évidemment qui sont en rapport à ça. Il y a aussi un événement au niveau de Apple qui a fait une présentation. Donc c'était un peu leur développeur présentation, je sais pas quoi. Donc ils ont présenté le nouvel iOS, un nouveau WatchOS et tout ça. Après, je vais être très honnête, et aussi un nouveau macOS d'ailleurs. Je vais être très honnête, à part iOS, j'utilise pas du tout d'Apple Watch, donc voilà. J'utilise pas de Mac, donc voilà. Donc à part iOS, je peux pas traiter grand chose. Et d'ailleurs au niveau d'iOS, il y a quelques trucs intéressants, hein, quelques nouveautés intéressantes, mais ça reste genre très incrémental. C'est un peu comme Android aussi ces derniers temps. Je trouve que les mises à jour sont très genre, hey, on a rajouté 2-3 trucs. Et du coup vous êtes en mode, c'est bien, mais je pourrais avoir un petit peu plus. Je pense que les deux trucs que je veux le plus sur chaque plateforme, je fais un petit aparté vite fait juste avant de commencer. C'est juste genre Android, je veux une meilleure gestion de la batterie, comme iOS, parce qu'iOS, on sait exactement qui a utilisé la batterie, pas comme sur Android où tu es en mode 3% de batterie par l'application la plus utilisée. Où est-ce qu'ils sont passés les autres pourcents? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Et sur iOS, ce que j'aimerais le plus, c'est un petit peu plus de personnalisation. Apple, je sais que c'est... Ils ont du mal, mais voilà, un petit peu plus de personnalisation ne ferait jamais de mal. Mais bon. Alors, du coup, comment sont les actualités de la semaine? La première actualité, c'est iOS 12, justement. En fait, le plus important, selon moi, de cette mise à jour, c'est que ça tournera sur tous les appareils qui faisaient tourner iOS 11, c'est-à-dire même le tout vieux iPhone 5S, si je me souviens bien. Donc c'est assez exceptionnel, et c'est justement peut-être une chose que Android pourrait faire aussi, c'est-à-dire que si vous avez encore un vieil iPhone, le 5 par exemple, S, ou le 6, vous avez encore des mises à jour de sécurité je ne sais combien d'années après leur sortie. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on peut clairement applaudir, et c'est justement quelque chose qu'Apple fait très bien, et que je les félicite. Même si ces derniers temps, je trouve que personnellement, d'un point de vue software, ils ont fait un petit peu plus de bourde, plus de mises à jour un petit peu buggées ou autre chose. J'ai moi-même un iPad et je peux vous dire qu'il y a eu quelques mises à jour. Il y avait quelques bugs, on va dire. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais ils continuent de mettre à jour leur vieil appareil, très vieil appareil même. Donc c'est clairement quelque chose qu'il faut les féliciter. Ou sinon, il y avait les mises à jour. Vous pouvez faire un FaceTime à plusieurs. J'utilise pas ça, moi, sur iPad. Vous imaginez avec l'iPad, ça le fait pas de trop. Je dérangerai plus d'une personne en public, je pense. Notifications groupées, ça c'était assez important par contre. Donc en gros, les notifications sont groupées par logiciel. Ça c'est quelque chose qu'Android fait
depuis pas mal de temps. Donc par exemple, si vous avez plusieurs notifications YouTube, elles sont toutes ensemble, ce qui est logique. Pourquoi faire une notification par truc? Sur iOS actuellement, évidemment, c'est pas groupé, donc des fois vous avez, genre quand vous recevez des mails sur votre boîte mail, vous avez une notification pour un mail, une autre notification pour un autre mail, et du coup vous êtes spammé en fait de notifications. Donc les notifications groupées, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait apparemment plus de trucs au niveau de Siri. Voilà, je vais être très intéressé, je vais être très honnête, je suis pas hyper intéressé. Il y avait aussi plus de mises à jour au niveau de tout ce qui est mise à jour au niveau genre health, genre santé et tout ça, voilà. Il y avait aussi les Memoji. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Quoi? Alors, ça a beau s'appeler Memoji, ça n'a rien à voir avec les memes. Les memes sur Internet, c'est genre... vous savez, ces images sorties de contexte de films et tout ça, avec juste des phrases marrantes ou autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste genre les Animoji, mais version personnalisée. En gros, vous pouvez faire... c'est comme un... Comment ça s'appelle sur Wii? Je ne sais même plus. Enfin, en gros, vous pouvez faire un avatar qui vous ressemble et l'animer comme vous le voulez avec votre tête en IRL. Donc, voilà, c'est littéralement un Animoji personnalisé. Donc, je sais pas pourquoi ils ont appelé Memoji. Je pense qu'ils auraient dû l'appeler genre Persoji ou Avataroji. Je ne sais pas quoi, mais Memoji, c'est un peu bizarre. Enfin bref, on va pas discuter des noms. Ensuite, une autre news au niveau de Computex, c'est qu'Asus a présenté son premier téléphone gaming ROG, certifié ROG, genre vraiment Asus ROG. Donc, ils ont déjà fait évidemment des téléphones Asus, hein, ils ont le Zenfone, qui sont des assez bons téléphones pour pas trop cher. Et du coup, là, ils ont fait un vrai téléphone ROG. Donc, vous en doutez, ce téléphone est orienté gaming, vraiment. Alors, le problème, selon moi, que j'avais peur au début avec ce téléphone, c'est que comme le Razer Phone, les téléphones gaming, le problème, c'est qu'ils sont pas si différents en fait. Ils ont juste une plus grosse batterie, peut-être un meilleur écran, mais principalement ils ont le même processeur dedans. Et genre tout le monde a un Snapdragon 845. Donc ça veut dire que vous pourriez prendre un OnePlus 6 et juste genre vous en sortir avec. C'est le même processeur. Là ils ont été un petit peu plus loin. J'applaudis l'effort. Bon, d'un point de vue design, c'est très gaming. Voilà. Il y a une LED RGB pour ceux qui aiment ça. Voilà, je ne sais pas. Speaker de chaque côté à l'avant. Le design est fait un petit peu vieux jeu. Ça reste un écran 29e, mais ça fait un petit peu vieux jeu quand même. Ça fait un peu genre 2016-2017. Après, ça me dérange pas parce que il y a d'autres fonctionnalités plus importantes, notamment le fait qu'il a une batterie de 4000 mAh, double capteur photo, lecteur d'empreintes ici qui est un peu mal foutu, et ça on en parlera après. Donc c'est vraiment c'est un téléphone normal mais avec un design gaming et plus grosse spécification au niveau de tout ce qui est niveau gaming. Et aussi, et c'est le plus important, ils ont un meilleur refroidissement pour le processeur, enfin le processeur, le chipset carrément, parce qu'il y a tout dessus. Donc ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que vous pouvez faire plus de gaming. Et surtout la consommation, un truc très important, c'est quand votre processeur chauffe, il consomme plus. C'est-à-dire que sur téléphone mobile, si les téléphones mobiles étaient mieux refroidis, ils consommeraient un petit peu moins, ce qui est quelque chose que je trouve assez aberrant, qu'ils ne sont pas capables de justement mettre un petit peu plus de refroidissement, ou juste genre, vous mettez un arrière en métal sur le téléphone, et du coup ça aide à dissiper la chaleur. Enfin bref, je dis ça, je ne dis rien. Mais aussi ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, vous voyez, il y a des petites ouvertures là. En fait c'est une grille genre d'air qui permet, si vous mettez un accessoire qui est fourni avec le téléphone, avec le prix de base, donc ça c'est important, et en fait il y a un ventilateur là-dedans qui extrait l'air en fait du téléphone. Donc en gros ça lui permet d'avoir un refroidissement actif au lieu de passif, ce qui est le cas de la plupart des téléphones. Et ça c'est selon moi le plus intéressant. En plus cet accessoire, et d'ailleurs vous l'avez vu, se branche via ce port d'accessoire. Alors ce port d'accessoire c'est une sorte d'USB type C un petit peu allongé, c'est un peu particulier. Mais quand vous mettez en fait l'accessoire, vous pouvez voir, vous avez accès à un autre jack et un full USB. Non, c'est un full USB type C, voilà. Donc, c'est génial en fait, genre vous pouvez brancher des trucs là-dessus, mais en plus vous avez l'autre USB type C et l'autre jack. Donc vous avez plein de possibilités ou autre chose. Donc c'est vraiment génial comme accessoire. Et comme je le dis, ça permet de refroidir activement. Donc voilà. En réalité, même, je vois là, en fait, ça n'a pas l'air de trop se mettre devant la grille. Donc, je sais même pas comment il le refroidit activement, ce truc-là. Ah ouais, on dirait même pas.
J'ai cru que ça prenait l'air là-dedans, mais en fait, on dirait même pas que ça prend l'air là-dedans. Je ne sais pas comment ça marche. C'est fourni avec le téléphone, donc ma foi, c'est toujours mieux qu'un accessoire qui vendrait et qui fait rien. Mais surtout, moi, le plus important, vous voyez, ça permet de brancher des câbles vers le bas quand vous tenez le téléphone en mode paysage. Du coup, vous avez une bonne prise en main de chaque côté du téléphone. Donc, pour ceux qui aiment bien jouer sur téléphone, c'est une bonne chose. Il y a aussi d'autres accessoires qui sortiront, notamment celui-là qui est assez incroyable. Donc, en gros, c'est une sorte de... Ça le transforme un petit peu en une shield, la première shield, hein, la shield console, ou alors une Nintendo DS en quelque sorte. Et du coup, en fait, vous mettez le téléphone dedans. Hein, donc le téléphone est au-dessus, si je me souviens bien, voilà. Mais aussi en dessous, vous avez un deuxième écran. Donc, en gros, l'accessoire comprend un écran en plus qui vous permet du coup d'afficher des trucs dessus. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est une idée géniale. Donc, vous pourriez mettre par exemple les contrôles en bas. Contrôle tactile. Bon, ça, j'étais un petit peu moins intéressé. Je trouve que peut-être qu'ils devraient faire une autre version de ce périphérique-là où vous avez peut-être pas l'écran en dessous, mais vous avez genre joystick et tout le tralala. Ça pourrait être selon moi assez intéressant. Ou peut-être un plus petit écran avec des joysticks sur le côté. Mais bon, c'est quand même assez intéressant. Ça rajoute aussi 6000 mAh de batterie. Donc, genre le truc tient beaucoup plus longtemps. Et vous avez encore d'autres accessoires. Oui, ça continue. Donc ça, c'est celui à plier. Ma foi, il est assez petit quand il est plié. Bon, ça reste gros, hein, mais ça reste assez petit vu qu'il n'y a pas de joystick. Donc vous voyez qu'il y a quand même des boutons à l'arrière, plus de ports ou autre chose pour brancher. Ensuite vous avez ce dock qui vous permet de docker le téléphone et juste l'utiliser avec voilà, des prises à l'arrière. Donc vous avez plein d'USB, un Ethernet, sortie vidéo, audio. Donc vous pouvez le brancher à un écran et jouer sur l'écran. Un peu comme une Switch en quelque sorte. Donc ça c'est encore plus intéressant. Bon là par contre ça fait peut-être un peu hardcore là, avec les périphériques gaming genre RGB avec le téléphone. C'est peut-être un petit peu hardcore mais bon. Vous pourrez pas faire vraiment du full gaming dessus. Et alors ça c'était ce qui m'intéressait le plus. Celui-là il est génial. Donc en gros, vous devez le voir, c'est une manette séparée en deux qui se met de chaque côté du téléphone et qui du coup vous permet d'avoir une full manette avec le téléphone. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. J'adore ce principe-là. Ça existe déjà, hein, évidemment. Mais le truc, c'est bien souvent, c'est bancal comme accessoire. C'est pas forcément adapté parfaitement au téléphone. Alors que là, c'est parfaitement adapté justement pour ce téléphone. Ça, j'adore. Ça c'est une Switch, vraiment. Mais qui tourne sur Android. Et puis, il y avait d'autres trucs. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Il y a un récepteur. En fait, on ne le voit pas ici, mais il y a un récepteur pour streamer ce qui se passe sur votre écran sur une TV via Wi-Fi, enfin c'est plus qu'une bande Wi-Fi, c'est une bande Wi-Fi très haute bande passante qui fait que genre vous pouvez l'utiliser à peine à 10 mètres, hein. C'est vraiment tellement puissant en fait que à peine à quelques mètres ça, vous perdez toute la puissance, mais ça vous permet de streamer justement comme j'ai dit sur une TV, et du coup là il le montre un petit peu avec l'autre accessoire manette. Donc ouais, franchement très intéressant. Il y avait aussi un dernier point, c'est que le téléphone a un écran 90 Hz. Donc c'est pas au niveau du 120 Hz de l'écran Razer, mais je pense que 90 Hz est largement suffisant. Même si évidemment c'est pas autant, mais je me dis que la plupart des jeux mobiles ne tourneraient pas à 120 Hz. Mais un petit 90 Hz, il y a moyen avec certains jeux mobiles, et je pense que pour la plupart des gens ce sera déjà pas mal. Mais bon, 120 Hz serait quand même mieux, donc si on pouvait l'avoir, ce serait pas mal. Enfin bref, voilà, le Zenfone, qui est juste... Enfin, le Zenfone. Le ROG Phone, je sais même plus comment il l'appelle. Asus... non, ils ne disent plus son nom. J'ai bien vu aussi qu'il disait qu'il avait 3 ports USB. Je me demande s'il n'aurait pas un autre port USB sur la tranche supérieure. Mais le truc, c'est que toutes les images que j'ai vues de ce téléphone, j'en ai jamais vu. Il me semble qu'on peut peut-être le voir sur la vidéo de MKBHD. J'ai re-regardé, c'était pas une vidéo de MKBHD que j'avais vu, c'était Hardware Cana que j'avais oublié. Mais j'arrive jamais à voir un plan où on voit clairement le dessus du téléphone. Donc je crois pas qu'il y a un port USB au-dessus. Il y en a peut-être un en fait. Ce serait possible hein, pour brancher les accessoires de chaque côté sans devoir avoir un truc qui passe au milieu. Après, j'ai vu justement un plan qui montrait un petit peu mieux, je sais plus où je l'avais vu, mais qui montrait un petit peu mieux cet accessoire. Et en fait, il y a une sorte de bande magnétique qui lie les deux côtés de la manette et qui peut replier facilement et tout ça, qui tient bien à l'arrière, donc ça va. Et il y avait aussi un dernier point important que je tenais à noter, c'est que l'arrière est en verre, donc je suis pas convaincu personnellement, je pense qu'ils auraient dû partir sur du métal pour justement améliorer la dissipation de chaleur,
Mais bon, chacun ses préférences, je suppose. Donc, à voir. Ce sera clairement pas le téléphone pour tout le monde, mais je vois bien un marché qui se crée ici pour justement des gens qui veulent un téléphone un peu plus orienté power user. Pas forcément genre, hey, il est magnifique, mais on a retiré le port jack, on a tout retiré, mais il est magnifique, regardez. Ensuite, petite news. Alors là, on va attaquer des news hardware, parce qu'il y a eu beaucoup de présentations hardware. Donc, ma foi, dans le prochain Texama Show, en fin de semaine, je parlerai peut-être plus de trucs cool technologiques que j'ai pu voir pendant le Computex, justement. Mais bon, du coup, le truc vraiment intéressant qu'on a pu voir, c'est Intel qui présentait un processeur 28 cœurs haut de gamme. Et en plus, ils se sont amusés pendant la présentation à le montrer à 5 GHz. Et là, vous êtes en mode what? Genre 28 cœurs, 5 GHz. Du coup, il faisait 7300 points sur Cinebench. Voilà, juste. Vous pouvez télécharger gratuitement Cinebench R15, juste pour regarder le nombre de points que vous avez. Et du coup, ça vous devrait vous donner une petite impression. D'ailleurs, là, on le voit à 2,7, mais je peux vous jurer qu'il tourne à 5 GHz. D'ailleurs. Le refroidissement pour ça, c'était assez ridicule. On le voit ici, justement, voilà, sur une vidéo. Du coup, voilà, il montrait le score, justement. Et il montrait le système. Et en fait, il y a un système carrément de refroidissement qu'ils utilisent. On voit, il y a des tubes qui sont renforcés, enfin, surtout qui sont isolés. Parce qu'en fait, ça utilise un truc de refroidissement, genre... ça permet en gros... Comment ça s'appelle en français? Je ne sais même plus. Voilà, on le voit là. C'est un truc de climatisation en gros. Donc, on va être honnête, 5 GHz c'est peut-être un peu genre pour se la péter, mais évidemment, il ne tournera pas à 5 GHz de base. Parce que regardez le truc de refroidissement qu'ils ont mis pour le garder à 5 GHz. Non, c'est pas raisonnable. Par contre, un autre truc qui est pas raisonnable, mais qui sortira, par contre, c'est la carte mère. Regardez ce monstre. Alors ça, c'est un port PCI Express x16 pour vous donner une idée de la taille. Ça, c'est 6 slots de RAM de chaque côté. Du coup, ça utilise du 6 channel, pas du quad channel, c'est du 6 channel, je sais même plus comment on dit le terme. Le refroidissement du chipset est énorme là, c'est énorme radiateur. Il y a 4, je dis bien 4 ports 8 pins pour le CPU. On en voit 2 là, 2 ici. Et il y a aussi 32 phases d'alimentation. 32! Regardez la taille de ces étages d'alimentation. Et ça, c'est le refroidissement d'ailleurs pour l'étage d'alimentation avec 4 petits ventilateurs. Un petit peu abusé. Donc, on verra bien. Une chose est sûre, c'est que les cartes mères qui sont sorties actuellement en X299 ne peuvent pas supporter ce processeur. Ils consomment juste trop. Elles ont déjà du mal avec le processeur 18 cœurs, donc imaginez avec 28 cœurs. Donc ouais, on verra bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est assez hardcore et peut-être un petit peu trop what the fuck. Ensuite, on avait Ryzen 2. Enfin, pas Ryzen 2. Oui, enfin Ryzen Plus Threadripper. Donc, évidemment, une réponse directe à Intel par rapport à ce 28 cœurs. Et du coup, Threadripper version Plus aura 32 cœurs. Oui, vous ne rêvez pas. Ils vont passer de 16 à 32 cœurs. Du coup, pour clairement mettre la misère un petit peu à Intel. Je pense que c'est un petit peu fait exprès. Si vous regardez sur le moyen de gamme, les processeurs Intel sont 6 cœurs. Donc le Core i7 ou i1700K. Et AMD est resté sur 8 cœurs. Ils préfèrent, vous voyez, avoir ce petit avantage de cœur. Et sur le haut de gamme, AMD était passé à 16 cœurs. Pour contrecarrer justement, c'était les 12 cœurs à l'époque quand ils étaient sortis en tout cas. Et 10 cœurs Intel. Et maintenant, Intel est passé à du 18 cœurs. Donc, AMD s'est dit en mode, allez, on va faire un petit peu plus de cœurs. Et là, il passe à 32 cœurs. Donc, le full Threadripper. Donc, en gros, c'est vraiment les 4. Vous voyez les 4 trucs ici actifs. Donc, c'est le full vraiment Threadripper, le plus gros possible. Il n'y aurait pas moyen d'aller plus haut d'ailleurs, à part en refaisant un nouveau processeur différent. Donc pour le moment, on ne verra pas plus de 32 cœurs. Après, je pense que ça devrait être suffisant. D'ailleurs, ces deux processeurs, du coup, seront accompagnés. Alors, c'est le truc que je trouvais un peu particulier. C'est qu'apparemment, ils vont pas faire un nouveau chipset X499, ce qui aurait été logique. Vous voyez, X470, on passe au X499. Voilà, logique. Apparemment, ils vont faire un refresh du X399, donc je suis un peu inquiet parce que selon moi, c'est pas très clair. Déjà qu'il y a des gens qui se sont plaints que malgré que le fait que les nouveaux processeurs justement AMD sont supportés encore sur le X370,
le fait qu'il faut mettre à jour le BIOS pour que ce soit compatible. Mais il y a des gens qui se plaignaient déjà. Mais là, alors là, du coup, on va avoir 2 cartes mères X399, mais il y en a une qui ne sera pas forcément compatible avec et tout ça. Après, ce processeur 32 cœurs, évidemment, requiert un plus gros étage d'alimentation. D'ailleurs, on le voit ici, il est assez énorme. Donc, je ne m'attends pas à ce que ce soit forcément compatible avec les premières cartes mères X399, oui. Mais bon, c'est quand même un petit peu dommage qu'ils ne passent pas justement, selon moi, un refresh complet pour que ce soit clair et précis pour tout le monde. Et que, voilà, vous pouvez toujours prendre la X399, mais pour avoir la meilleure expérience, passer au nouveau chipset et tout ça. Et voilà, c'est clair et net pour tout le monde comme ça. Mais bon, on verra bien. Un truc qu'ils n'ont pas parlé aussi, qu'il faut voir, c'est est-ce que du coup, il y aura un vrai refresh des 16 et 12 cœurs et le 8 cœurs aussi. Est-ce qu'il y aura un vrai refresh de cela? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un refresh parce que je pense que 32 cœurs, c'est bien, mais le 16 cœurs avec une meilleure fréquence et surtout un turbo qui va jusqu'à 4,3 GHz, ce qui serait largement possible, hein, serait genre un monstre de puissance. Mais là, du coup, le 32 cœurs, lui, tournera à 3 GHz. Il aura un turbo jusqu'à 3,5 si je me souviens bien. Mais ils sont encore en train d'optimiser la chose, donc on verra bien. Hein, peut-être qu'ils vont passer justement à plus. Ce serait un petit peu dommage d'ailleurs qu'ils ne passent pas à plus parce que l'avantage de Ryzen 2, justement, de Ryzen Plus, c'est le fait que en turbo, le processeur a genre un méga turbo en fait. Donc s'il tourne à 3,8 de base, il peut turbo jusqu'à 4,3 et sur plusieurs cœurs, il peut turbo même à 4,1 ou autre chose. Donc c'est vraiment une force de Ryzen Plus selon moi. Donc si on pouvait avoir la même chose sur les nouveaux Threadripper, ce serait une très bonne chose parce que les Threadripper ont énormément de cœurs. Donc si on pouvait en utiliser plus en même temps à une très bonne fréquence, je pense que beaucoup de gens seraient très contents que ce soit le cas. On verra bien en tout cas. Sortie prévue pour août. Le processeur Intel prévu pour la fin de l'année, donc on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, pour ceux qui travaillent dans le milieu professionnel, qui ont besoin de beaucoup de cœur, ils doivent être très contents en ce moment, parce que du coup, voilà, littéralement 3 ans, le haut de gamme, en multicœur sans passer à des Xeon, c'était 8 cœurs. Je déconne pas. Et maintenant, vous pouvez littéralement, bientôt, au mois d'août, avoir des processeurs 32 cœurs, qui sont littéralement au même prix que les 8 cœurs qui étaient sortis il y a 3 ans. Donc ouais, je pense qu'ils doivent être très contents, ces gens-là. Personnellement, en tant que youtubeur, 32 cœurs, c'est clairement trop. 16 cœurs encore, il y aura une utilisation pour du stream haute qualité, mais à ce moment-là, il vaut mieux avoir un deuxième PC de stream. Donc, personnellement, je ne crois pas que je passerai une telle plateforme. Juste pour le délire. Mais bon, je ne suis pas non plus très intéressé. Je suis plus intéressé par Ryzen Plus et peut-être Ryzen aussi de Next Gen qu'on aura l'année prochaine. Ensuite, en parlant de Next Gen, AMD, du coup, c'était une présentation AMD où ils ont montré tout ça. Hein. Ils ont montré aussi... comment il s'appelle déjà je ne sais plus comment il s'appelle. Bah, en fait, c'est Vega en 7 mm, en 7 nanomètres. Oui, c'est ça. Donc, c'est en gros le Vega actuel qu'on a dans les Vega 56 et... Vega 56, oui, et 64, mais version 7 nanomètres. Donc, c'est une version gravée beaucoup plus fine. Donc, ça consommera moins. Il y aura plus de transistors, plus de puissance dedans. Et du coup, on devra avoir une très bonne carte graphique. C'est d'ailleurs des cartes qui viennent pour les gamers. C'est pas juste professionnel ou autre chose. Donc, ça devra arriver fin d'année, certainement. Et donc, un des trucs intéressants avec ce nouveau Vega, c'était que, vous devez le voir, il a déjà la même taille, genre, on va dire l'extérieur du chipset. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur la carte graphique, normalement, quelque part au centre de la carte graphique. Donc là, on a le GPU. Là, c'est la mémoire HBM qui est directement intégrée. Et bien du coup, ça a la même taille sur le nouveau Vega. Et un truc très intéressant, parce que vous devez le voir, la puce Vega, ici, au milieu, est beaucoup plus petite. Et il y a plus de puces HBM aussi. Donc ça, c'est celle qui était présentée. Hop, on la voyait ici, vous voyez. Hop, c'est exactement la même. Donc il y a 4 puces HBM et le GPU au milieu. Et du coup, ce qui était très intéressant, c'est que c'est beaucoup plus petit. Et donc, si c'est plus petit, malgré le fait que c'est genre plus puissant et qu'il y a plus de transistors, ça va certainement dire que ça va consommer moins et chauffer moins. Après, l'un des autres problèmes qu'on a eu ces derniers temps avec la réduction des transistors, c'est que c'est vraiment un problème, c'est qu'on met tellement de transistors sur même juste un petit centimètre cube, hein, enfin un centimètre carré,
que la densité de chaleur qui sort de ça est trop grande pour les refroidissements conventionnels. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est un peu plus passé à du water cooling et tout ça, parce que les refroidissements un peu à air fonctionnent encore très bien, mais au-dessus d'un certain stade, ils commencent à avoir des limitations. Donc là, on verra bien ce que ça donnera, niveau refroidissement et tout ça, mais honnêtement, je pense qu'on devra avoir quelque chose qui limite consomme moins et est plus puissant. À voir aussi quel marché ils visent, parce que AMD niveau carte graphique ont été très... leur stratégie ces derniers temps a été très hit or miss. C'est vraiment genre... Des fois, ils sortent une très bonne carte, puis des fois, ils sortent juste une carte en mode... À quoi elle sert, quoi. Donc, on verra bien. Il y a un appareil photo qui vient d'arrêter d'enregistrer. Et enfin, une dernière news qui était très, très, très courte. Et je sais pas pourquoi j'avais... Ah oui, j'avais cette vidéo-là pour montrer un boîtier, mais je le montrerai après. C'est au niveau de Intel qui a sorti pour son anniversaire, c'est leur 50 ans. Oui, 50 ans. Ils ont sorti un i7 8086K. Alors, c'est une référence justement à une vieille architecture qu'ils avaient à l'époque, donc le 80-86 justement. Donc c'est vraiment pour la référence. Évidemment, si on suit la logique des noms, ce i7 ne devrait pas être très puissant vu que le chiffre n'est pas très haut, mais c'est vraiment pour la pure référence. Par contre, au niveau puissance, il a une fréquence de base de 4 GHz sur les Seeker, donc c'est un Seeker 12 threads, et il peut monter jusqu'à 5 GHz de turbo. Actuellement, le Core i7 8700K monte jusqu'à 4,7 de turbo. Donc c'est pas un vrai processeur 5 GHz, parce que beaucoup de gens sont en mode oui, le premier processeur 5 GHz ou je sais pas quoi. Déjà, c'est pas un processeur 5 GHz, c'est un processeur qui va en turbo jusqu'à 5 GHz, ce qui est pas la même chose. Et en plus de ça, c'est pas le premier processeur 5 GHz, parce que AMD avait sorti un vieux bulldozer, l'architecture bulldozer, qui tourne à 5 GHz et qu'il fallait un refroidissement liquide qui venait avec d'ailleurs. Mais bon, il consommait énormément, et c'était pas un très bon processeur, mais c'était le premier à 5 GHz. Donc là, c'est pas la même chose, je tenais à le préciser. Mais bon, ça reste un bon processeur. Après, il coûtera plus cher, parce que c'est une édition spéciale. Et en plus, ils n'ont pas corrigé un des problèmes de ce Core i7, c'est qu'ils utilisent toujours de la vieille pâte thermique pourrie sous le capot ici. Ça veut dire que le transfert de chaleur est mauvais. Genre vraiment mauvais, comme le i7 8700K. Le i7 8700K, il y a beaucoup de gens qui jouent juste, ils retirent le capot, ils changent juste ils mettent une bonne pâte thermique, ou alors ils mettent du métal liquide, et je vous jure, les températures diminuent de genre 20 degrés. C'est abusé, c'est franchement abusé. Donc Intel, si vous faites une édition anniversaire, la prochaine fois, genre soudez-la. Genre le mieux, ça aurait été de souder carrément le capot au processeur. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, c'est que selon moi, vu la hausse de prix, vaut mieux prendre un i7 8700K et genre... Vous pouvez acheter un i7 8700K dès l'idée directement, il y a des gens qui le font pour vous et vous aurez des meilleures performances franchement. Donc je suis pas entièrement convaincu. Voilà, nous y voilà, hop, le voilà. Donc ça c'est le Evolve X de chez Fentex. Alors j'avais déjà dit par le passé pour le projet water cooling, l'un des boîtiers que je voulais avoir là-bas c'était le Evolve justement de chez Fentex. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le meilleur refroidissement. En fait, il était beau, mais il était trop beau, justement, et du coup, l'air passait mal à l'avant et l'air passait mal au-dessus. Donc, il avait un mauvais refroidissement. Ça pouvait fonctionner, mais genre, il y avait vraiment, on perdait en performance à cause de ça. Et du coup, ils ont sorti le Evolve X maintenant, enfin, ils vont sortir, qui, du coup, fixe ça. Pas entièrement, évidemment, le mieux, c'est d'avoir un avant ouvert, mais ça le fixe en partie. Et en plus, il y a genre meilleure gestion. Vous voyez là, il y a une bande RGB, il y a des bandes RGB à l'avant quand c'est fermé, on le voit ici. C'est vraiment classe, comme vous pouvez voir là. Il est juste franchement magnifique. Et c'est clairement le boîtier que moi je voulais à la base, parce que déjà il est gris, ce qui va parfaitement avec mon thème. Et c'est juste, j'adore les boîtiers Fentex, donc ouais. Je suis un peu triste parce que j'ai un autre boîtier là, donc je suis en mode... J'hésite limite franchement à l'acheter, hein. Je tiens à le préciser, j'hésite vraiment. Et à refiler ce boîtier là à genre mon frère ou autre chose, parce que ouais, il est très intéressant. Et aussi le truc pour le GPU vertical, on le voit un petit peu ici, voilà. Le truc pour le GPU vertical, il y a 3 slots PCI ici sur le côté. Et du coup, vous pouvez mettre le GPU vertical plus près de la vitre, ce que je préfère largement par rapport au Masterbox.
Vous avez même un accessoire pour mettre une carte mère mini ITX au-dessus, tout au-dessus, je déconne pas. Et vous pouvez faire passer le câble PCI Express jusqu'en dessous pour monter la carte graphique à côté des cartes graphiques du système Full ATX. Donc en gros, vous pouvez mettre 2 full PC gaming là-dedans. Je déconne pas, c'est assez abusé, mais vous pouvez le faire. Je sais pas pourquoi vous le feriez. Un streamer pourrait le faire. Imaginez, genre vous jouez sur le gros PC ATX et vous utilisez le PC mini ATX pour streamer. Ouais, ça pourrait être une possibilité. Ou alors vous jouez sur le mini PC ATX et vous utilisez le gros PC ATX pour streamer justement. Ouais, ça pourrait le faire, mais ce serait totalement overkill. Ça pourrait être fun à faire quand même comme projet. Mais bon, voilà, juste... Est-ce que je devrais l'acheter ce boîtier? Il a l'air vraiment bien. Et en plus, il a des accessoires. Il est juste, franchement, il est génial. Il est franchement génial. Il a aussi ce petit accessoire ici derrière. Vous mettez derrière la carte mère en fait pour que les cartes graphiques soient parfaitement droites. Donc ça, c'est génial. Vous avez aussi... ça, c'était... Voilà, la gestion du cable management. Vous voyez, vous avez des plaques parce qu'il y a une vitre derrière. Vous avez des plaques. Vous pouvez cacher les câbles derrière. Et en plus, vous pouvez accrocher des SSD à cette plaque. Donc juste pour donner encore plus d'avantages, quoi. C'est genre, accroche... Il y en a 3 là, et il y en a 3 encore derrière là. Donc vous pouvez mettre 9 SSD en plus de genre 8 disques durs à l'avant si vous voulez. Donc ouais, c'est... Ce truc est assez abusé. J'aimerais vraiment l'avoir en réalité. Là, on voit la carte mère d'ailleurs mini TX. Donc ça, c'est l'accessoire. Et vous voyez, hop. Il y a un full système en bas, et puis il y avait la petite carte mère mini TX au-dessus avec refroidissement liquide et tout. Donc ouais, ça a l'air vraiment génial. Limite, je devrais avoir un projet. Bon, le truc c'est que si vous mettez la carte mère mini TX, vous avez plus de place pour mettre un full système water cooling. Il y a juste plus la place. D'ailleurs, il y a la place pour 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant. Donc moi qui voulais passer à 2 radiateurs de 280 mm, je pourrais peut-être passer à plus. Mais bon, je ne crois pas se passera à plus. Enfin bref, il y avait aussi d'autres fonctionnalités. Il y avait genre un trou au-dessus du boîtier pour remplir le réservoir de water cooling plus facilement. Il y a un trou en bas du boîtier pour justement vider le water cooling encore plus facilement. Donc ouais, il y a juste tellement de fonctionnalités tellement bien avec ce boîtier. Juste, voilà, je vais éviter. Il faut que j'arrête de le regarder, ou sinon, franchement, je pourrais céder. Enfin bref, du coup, merci à tous d'avoir regardé ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser vos avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve normalement vendredi pour une autre vidéo et samedi pour, évidemment, l'actualité spatiale des 2 dernières semaines, vu que j'ai manqué une semaine. Et aussi, du coup, dimanche, ou peut-être lundi si j'ai pas trop le temps, pour le prochain Texama Show qui continuera de vous montrer des trucs au Computex. Merci à tous et ciao ciao.